Aujourd'hui, La vie est belle. On déroule le tapis rose pour recevoir Catherine Beauchamp. Ah oui, c'est la chroniqueuse, la fille qui a des opinions à la TV, qu'on entend à la radio, qui fait des entrevues avec les vedettes depuis toujours. Super belle rencontre avec une fille branchée, allumée. Vous allez l'adorer. Merci à notre commanditaire cette saison, c'est le Club Boomerang. On a lancé ça. C'est un club de gens qui achètent sur le web. On a les 100 marchands préférés des Québécois qui sont là. Et si vous faites simplement passer par le site web boomerang.club avant d'acheter en ligne, chez ces marchands-là, mais comme par magie, tel un boomerang, il y a de l'argent qui revient dans vos poches. Puis là, c'est pas des airlousses, là, c'est du cash déposé dans votre compte. Boomerang.club, allez découvrir ça. Puis c'est pas .com, là, c'est .club, je me suis pas trompé. Voilà, OK, c'est parti. On pète les bulles et on accueille Miss Tapis Rose. Balado, épisode 98. Catherine Beauchamp. 3, 2, 1... J'ai croisé Flash la dernière année de Flash. C'était ma première année de tapis rose. T'as-tu acheté leur moumoute de micro puis t'as mis de la peinture de Rona dessus, non? Non, mais j'ai fait une recherche exhaustive de micro rose. En tout cas, avec le temps, le premier, je vais te dire, ça ressemblait plus à un attribut masculin. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Catherine Beauchamp, salut. Bonjour, François. On se connaît pas pantoute. Zéro. On s'est jamais rencontrés. Zéro. Mais tu fais partie de ces électrons libres que je suis depuis longtemps en me disant « Elle, faudrait bien que je prenne un verre avec un jour ». Ben, c'est une excellente raison. Fait que dans ce temps-là, on fait un balado. On demande à une chum commune de nous pusher des bouteilles. Fait que c'est un nom au bout du but. OK, fait que Jessica, merci. Jessica, merci pour les bouteilles. Parce que toi, tous les vendredis, t'as les plaisirs de faire du vendredi groovy. Exactement. Mais tantôt, j'ai envoyé un petit messenger à Jessica en lui disant je croyais que vous étiez Jean-Ish rencontré à la radio. Non, mais écoute, on est des vrais amis depuis longtemps, là. C'est vrai. On n'est pas faunés ballonnés à la radio, là. Pas du tout. On s'est rencontrés. Elle était sommelière dans une web télé de Jacques Languirand. Faut le faire pareil, là. C'est Ouais. juste mélanger web télé et Jacques Languirand ensemble, là, c'est déjà quelque chose, là. Et moi, ben, j'avais fondé la même année le Tapis Rose de Catherine et on s'est retrouvés, en fait, les deux web télé étaient en nomination la même année aux Gémeaux. Je pense que c'était comme l'an 2 où on donnait des prix pour le web. Et on m'avait demandé, via Radio-Canada, d'aller voir autant les gens qui étaient en nomination en fiction qu'en version magazine. Fait que je m'étais promenée, j'étais allée rencontrer les gens avec qui j'étais en nomination et l'autre catégorie de fiction. Puis c'est comme ça que j'ai rencontré Jessica Arnois, qui, effectivement, on a eu comme un crush, on s'est entendu tout de suite super bien. Après, on s'est recroisés à la radio, puis dans toutes les versions possibles, là, autant j'ai été 3 ans sur l'émission du week-end, elle venait le matin faire des sélections 20, puis elle est revenue quand j'ai commencé à faire l'émission avec Patrick Lagacé. Il y a eu comme des entre-deux, j'appelle, là, que c'était pas clair ce qu'elle était pour faire, puis un moment donné est né le Vendredi Groovy. Puis ça, c'était comme le meilleur d'elle-même, puis de moi aussi. Fait que ça a comme bien fonctionné. Puis l'avoir comme chum de fille, c'est quand même pas pire. Comme personnage, elle est assez agréable. C'est une vraie fine en passant. Oui, Ceux qui sont pas sûrs, là, c'est une vraie fine. C'est une fille de party, c'est une fille de fun. Puis en plus, c'est sûr qu'elle a tout le temps 2-3 bonnes bouteilles dans sa coche. Fait que regarde. Écoute, moi, je suis allée... Il y a pire ami. Oui, c'est ça. Puis je suis allée chez elle pour la première fois cette année. Elle m'a invitée chez elle dans sa maison de Shefford et j'ai vu la cave à vin. Oh! C'est pas du Notre 20 maison qui traîne là. Non, mais il y a une section qu'elle appelle les rejects. OK. C'est démentiellement gros. Il y a une section entreposée pour soit vieillir les vins ou savoir ce qu'elle va goûter. Puis j'étais vraiment impressionnée de voir tout ça. Là. Puis de voir les caisses. Elle reçoit des caisses tout le temps, des produits. Moi, je suis fascinée. C'est une femme d'affaires absolument extraordinaire, en plus d'être une bonne communicatrice. Fait que, ouais. Hey, cheers! Cheers! Merci! Donc, pour les gens qui ne sont pas de la région de Montréal, tu fais de la radio, 98.5, Patrick Lagacé. Exactement. Tu fais le culturel. Je fais le volet culturel. Et toute autre tâche connexe. Ben, ce qui s'est passé, ça aussi, c'est un peu accidentel. Quand j'ai commencé à faire de la radio avec Patrick, c'était vraiment juste le mandat culturel. Et puis, tranquillement, pas vite, est arrivée la pandémie. Moi, je suis allée faire de la radio 4 mois dans un fond de garde-robe chez nous. En fait, je suis super chanceuse. Le père de ma fille, mon ex, avait insonorisé un studio pour faire de la musique. OK.
J'ai hérité de ce studio puisque j'ai racheté la maison. Donc, pour faire de la radio, c'est le... Parfait. C'est le plus beau garde-robe de pandémie. Voilà, qui est devenu un walk-in, un endroit mythique de ma maison. Bref, on a fait ça à distance. Quand je suis revenue en studio, j'ai été avec lui et Philippe Quentin. Et on a eu des moments d'improvisation, autant dans des blocs culturels que dans des blocs où on parlait de... C'était, je pense que c'était la défaite de Trump. En tout cas, il y a eu, tu sais, des moments où on s'est mis à parler de d'autres choses. Et Patrick, des fois, voulait avoir mon point de vue sur différents sujets. Au début, c'était peut-être qui concernait plus le féminisme ou quelque chose comme ça. Puis finalement, ça a grandi. Et quand Philippe Quentin a quitté, est arrivé dans notre vie MC Gilles, qui, je pense que le sport national d'MC, c'est jaser. Et avoir des opinions. Et avoir des opinions. Et là, c'est allé de soi. Vraiment, tout s'est comme imbriqué. Puis on est devenu comme un peu... l'allié gauche et droit de Patrick, puis on a commencé à, je sais pas, à mélanger les opinions, puis donc, oui, tu sais, il y a plus que le mandat culturel, ce qui fait que, puis j'haïs pas ça, j'adore ça, là, c'est-à-dire que le matin, je m'informe vraiment de tout, tu sais, je fais le tour des médias, puis même si des fois, c'est des courts micros, là, c'est des 30 secondes, des 40 secondes à combler, au moins, je suis au courant de l'actualité, moi, je me dis que ça peut jamais faire de tort, mais quand il y a besoin de nous pour intervenir, ben, je suis prête. Ben parce que c'est sûr que c'est quelque chose qui doit t'intéresser parce qu'en grattant, puis je l'avais compris à distance, on a fait ton profil Nova, on va en parler tantôt. Puis, mais juste en grattant un peu, puis en lisant 2-3 niaiseries qui traînent sur toi sur le web, rapidement, on comprend que la madame a du caractère, là. Beaucoup. Je sais pas, vrai. Patrick pourrait dire que oui. Que j'ai beaucoup de caractère. Je pense que je me fais de plus en plus confiance aussi avec le temps. Mais quand il y a quelque chose qui fonctionne pas habituellement, je le dis. Puis il a fallu que j'apprenne aussi à me tempérer avec le temps. Tu sais, à devenir plus... Sablé coin? Ouais, tu sais, plus douce puis plus diplomate aussi. Parce qu'avant, c'était comme... la lionne dans de moi rugissait sans bon sens. Puis ça sortait des fois tout croche puis bien émotive. Puis là, je pense que je m'améliore. Je suis pas parfaite, mais je pense que je m'améliore. C'est drôle parce que, tu sais, une des phrases qui ressort quand on se promène, tu dis « Mieux vaut vivre une jour en lion que 100 jours en mouton. » C'est vrai. C'est ça, quand même, tu sais. Vraiment. Mais tu sais, je pense que dans la vie, on est plus heureux quand on libère la parole. Tu sais, il y a plein de choses qui arrivent avec ça. Moi, je sais pas que je déteste blesser des gens. J'aime pas ça non plus, dire des trucs blessants. Mais je pense que quand on dit ce qu'on pense de la bonne façon... Quand on sort le méchant au fur et à mesure? Oui. Je pense qu'on est des êtres humains quand même plus légers. Moi, j'aime pas avoir de la rancœur. J'aime pas être rancunière non plus. C'est quelque chose que peut-être j'aurais pu développer dans la vie. Tu sais, j'avais une fâcheuse tendance à être boudeuse dans mes relations personnelles. Puis, je suis tombée un jour sur le bon gars dans ma vie, là, celui qui est devenu M. Beauchamp, mon chum. Il m'a comme appris à arrêter de bouder. Puis, tu sais, puis ça aussi, c'est venu avec... C'est chiant à bouder. Moi, je suis un peu boudeur. Puis, maudit que je m'haïs quand je boude. Moi aussi, je m'haïs quand je boude. Pendant que je boude, je me parle, je me dis, asti que t'es con. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Puis je suis pas capable d'en sortir, là, puis je me chicane, là. Avec moi-même, ouais. T'es ben tata de mais bouder. Parce que tu dois être orgueilleux. T'es-tu orgueilleux? Hey, je suis orgueilleux, bon. Amène-en, là. Et à un moment donné, j'ai comme été capable un peu de le désamorcer. Encore là, je suis pas parfaite, mais j'ai plus appris à dire les choses. Je vais aller super avec ton chum. Ouais, ils vont te donner des cours. Passe-moi là une soirée. Il est étudiant, il est pas psychologue, mais il est étudiant en psycho, fait qu'il est bien bon pour faire ça. Mais, dans l'humain. Mais ce que je dois dire, c'est que ça m'a appris peut-être à dire mieux les choses. Mais comme tu sais, c'est ça. Je suis pas capable d'être un mouton. Je suis incapable. J'ai un problème dans la vie, clairement, avec l'autorité. Si quelqu'un est trop près de moi, en train de tout le temps regarder ce que je fais, me respirer dans le cou, je peux devenir... Ah non, mais c'est clair. Regarde, je veux dire, c'est drôle parce que t'es quasiment en train de faire ton Nova. On va y aller direct, ça va être bien trop drôle. Ceux qui suivent le balado, vous connaissez. Les autres, je vous explique. Nova, c'est... un test qu'on fait passer souvent aux gens dans le cadre du travail, puis quand tu hésites entre un dirigeant d'entreprise, quand il y a des nœuds, des conflits entre des employés. Puis depuis le jour 1 du balado, je fais faire le profil des invités. Comme ça permet de peut-être sortir de la cassette des fois quand quelqu'un est habitué de faire trop d'entrevues sur lui, sur elle. Et clairement, je veux dire, c'est drôle ça, là. Le rouge, c'est la couleur de la dominance, la directivité. OK. T'as cassé la machine, t'as 100 sur 100. Fait que ça fait vraiment rire. Je vais prendre une gorgée. Oui, mais prends une gorgée. Ça veut dire que t'es littéralement un presto, toujours un peu sur le bord de faire tout le temps. Tout le temps. Tout le temps.
Non, j'ai rien à dire là-dessus. Mais Faire namasté, là, ça te demande de la respiration, là. Oui. Ça me demande, tu sais, encore là, tu sais, je travaille, j'ai fait beaucoup de sport, beaucoup de courses pendant longtemps. Je trouve que ça canalisait le presto, justement. Puis là, je recommence, j'ai arrêté de courir, je recommence à faire de la natation. En tout cas, ça fait pas très longtemps, là, mais je trouve que ça aussi, ça amène l'aspect zen. Je suis pas très yoga dans la vie, mais cette espèce de, tu sais, un peu comme un mantra, quelque chose où tu fais le vide pendant un temps, ça calme énormément, premièrement par les hormones que ça te fait sécréter, là, je pense que c'est dopamine, sérotonine, et aussi, c'est que tu fais le vide dans ton esprit, puis là, ça te donne, en tout cas, moi, je pense que ça te donne du calme. Mais effectivement, je peux m'enflammer vite. Mais le rouge, c'est pas juste se pogner les nerfs. C'est oui, s'enflammer. Mais ça peut être autant d'être quand il y a un problème, aussi. Puis quand il y a un problème, tu fais donne-moi ça, moi le régler. Ah, mais ça, oui. Amène-en des problèmes. Un problème, c'est pas un problème. Non, puis tu sais, avant de travailler dans les médias, moi, je travaillais en publicité, fait que j'ai été chargée de projet. Fait que c'était le 3/4 de ta job, c'est de défaire. C'est d'amener des projets à terme et de gérer des crises. Donc, oui, puis en pub, là, ceux qui n'ont pas connu cet univers-là, c'est un milieu où il y a des mélodrames complètement ridicules. Là. Oui, puis c'est un le go est par bonne place, ça peut être la fin du monde. Oui, c'est un milieu, en fait, j'étais très malheureuse justement parce qu'il y a quelque chose aussi d'un peu semi-militaire dans la façon de fonctionner en pub. Tu sais, c'est marcher dans les rangs. Moi, j'étais ce qu'on appelle un cutif, donc tu sais, c'est comme... c'est rough, là, mais tu sais, c'est comme de dire... toi, ta gueule, ton lien, c'est de faire ce que la création veut avec un client. Ouais. T'es la rotule, ta gueule. Ouais. Puis ça, j'aimais pas ça. Ben, je sais Puis, tu sais, je suis quelqu'un... On est surpris. J'ai une certaine créativité. Puis, tu sais, on dirait que j'étais comme pas capable de la faire sortir dans ce milieu-là. Puis de défendre quelque chose que tu trouvais peut-être toi pas toujours très bon, tu devais avoir du plaisir. Ouais, mais par contre, quand je croyais en quelque chose, là, j'allais au bat pour tout le monde, puis ça me dérangeait pas, puis j'aimais ça, tu sais, savoir que t'as un client à convaincre pour dire c'est la bonne affaire ou ça prend telle musique, même si ça coûte plus de sous. Je pense que ça, j'étais bonne. Mais à un moment donné, c'est devenu plus fort que moi. D'ailleurs, il y a une patronne qui m'avait été mise juste au-dessus de moi, qui justement me respirait dans le cou sans arrêt. Puis, je me suis mis à paniquer, j'ai fait de l'anxiété, je me levais dans le milieu de la nuit, j'étais plus bien. Puis, à un moment donné, comme dans toute agence de pub, parce que les gens ne quittent pas de leur plein gré une agence de pub, ils se font sacrer dehors. Oui, clairement. Ben, je me suis fait sacrer dehors, puis ça a été la plus belle affaire qui ait pu m'arriver. C'est de me dire, on te libère, va-t'en, va faire d'autres choses. Puis c'est là que, pour moi, est arrivé le déclic de, OK, t'as voulu faire ça dans ta vie, assume-toi. Va-t'en dans les médias. Prends-toi en main. Ouais. Les gens qui ont autant de rouge que toi, c'est du monde qui sont super exigeants. Ah oui? Tant pour toi que pour les autres autour. C'est vrai que je le suis. Je suis exigeante. Dans le travail, j'ai tellement bûché pour me rendre où est-ce que je suis. J'ai tellement travaillé fort. Ça a été vraiment un parcours difficile. Tu sais, il y a des gens qui commencent dans les médias à travailler puis ils sont appelés de partout et ils ont des dès le jour 1, le téléphone sonne. Ouais, mais moi, tu sais, j'ai fait 10 ans de web télévision avec le tapis rose de Catherine qui s'est un peu métamorphosé avec le temps. Mais tu sais, j'ai travaillé vraiment fort. Je fais mes devoirs. Je suis quelqu'un qui fait énormément, tu sais, je vérifie, je fais des recherches exhaustives sur mes sujets. Des fois, j'ai des thèses de maîtrise pour avoir 7 minutes en ondes. Fait que c'est sûr que quand tu vois quelqu'un qui fait pas ce travail-là ou qui a pas cette rigueur-là, des fois, ça peut me fâcher, tu sais. Il y en a aussi que c'est super facile, qui ont même pas besoin de faire ce travail-là pour avoir le même résultat en ondes. Mais je vais être exigeante, effectivement, avec des... Tu sais, si, par exemple, j'ai une stagiaire ou il y a des gens qui travaillent autour de moi, je vais oui, demander ça. Mais où est-ce que je suis le plus exigeante? C'est même pas là. C'est vraiment dans ma vie privée. Tu sais, parce que je veux que les choses... En fait, c'est là où je pense que je deviens plus... Quand t'as des tocs? Ben, plus contrôlante, ou tu sais, j'aime ça quand les choses se passent comme moi, je les ai imaginées. J'aime ça, tu sais, j'ai des attentes, tu sais, je me fais des plans, fait que quand ça on se passe pas de même, tu fais baboune. C'est ça. Moins maintenant, mais c'est ça. Et il y a une chose formidable qui est arrivée dans ma vie, qui s'appelle Véronique Cloutier et l'automéno, ouais. qui est arrivé. OK. C'est que je me suis rendu compte que une révélation. Aussi, avec tout ces espèces de changements d'humeur, de ci, de ça, de boudage, ben j'étais en périménopause, j'ai commencé à prendre des hormones et ça a fait de moi une personne totalement beaucoup plus sweet que ce que j'étais avant. Je suis une meilleure version de moi-même. Moins lionne un peu. Ouais. Ben moins, en tout cas, moins edgy. Ben en même temps, t'aimes ça, parce que l'autre couleur
prédominante que tu as à 82, c'est le jaune. Puis le jaune, aussi fort que ça, c'est essentiellement la recherche du plaisir. Pour toi, là, c'est important d'avoir du fun. Toujours. Si tu n'as pas de fun, tu vas aller avoir du fun ailleurs. Oh oui, moi, c'est ça. Un peu quand je reviens à l'agence de publicité, Ouais. quand tu n'as plus de plaisir, moi, je suis la personne, je pourrais mourir. Je pourrais mourir. Puis, Si tu veux-tu un jaune, là, empêche-y d'avoir du fun, puis empêche-y de parler au monde, mets-le dans un coin, Ouais. mets-le dans un bureau porte fermée, enlève-y il veut ses mourir. amis, Ben oui. tu sais, essaie de le contrôler. Ça, je pourrais te dire, là, c'est vraiment de me toucher. La meilleure façon d'expliquer qui je suis. Moi, je suis une personne grégaire, j'aime le monde. J'aime pas tout le temps ça être dans le monde. J'aime beaucoup la solitude, mais il faut que j'aie du fun. C'est immanquable. C'est un peu ce qui est arrivé avec quand j'ai rencontré Patrick et MC en cet accident de radio. J'ai jamais eu autant de fun à faire ce travail-là. Rire quand tu fais ton métier comme ça, à en avoir mal au ventre, puis mon rire, paraît-il, est très communicatif à la radio. C'est un bonheur incroyable. Fait que si on m'enlève ça, tu sais, comme là, je sais qu'il va y avoir un changement de garde, Patrick s'en va le matin, je sais que tout va changer l'année prochaine. J'ai peur de ne plus être capable d'avoir du plaisir autant que j'en ai là. La question qui tue, est-ce que tu le suis? Non. OK. Je n'y vais pas. Ça, c'est super clair. Il n'y a pas eu d'annonce officielle, il n'y en aura pas non plus. Mais j'ai beaucoup réfléchi et j'ai l'impression que où je suis rendue, ce que j'ai fait avec qu'est-ce qu'il y a à faire le matin, puis surtout l'heure de lever du matin qui est comme 3h30, pour moi, je suis plus là. Mais le culturel, le matin, tue le monde. Oui, Il n'y a pas une chroniqueuse. C'est drôle d'ailleurs, il n'y a quasiment pas un gars qui a fait ce show, cette job-là. Étrangement, hein? C'est Ben, bizarre, parce ça. Il n'y a pas un gars qui est assez fait solide pour faire ça, déjà en partant. Puis moi, j'ai fait quasiment 20 ans de Salut Bonjour. Là. Fait que j'en ai vu de la fille passer le matin, là. Ouais. Puis de la talentueuse, puis de la fille faite forte. Puis elle disait, moi, là, je vais battre l'autre qui a fait 3 ans, je vais me rendre. Puis regardez, là, dans les éphémérides de Salut Bonjour, écoute, après 3 ans, là, il tombait tout au combat. Mais il y a quelque chose qui est exigeant pour le corps, avec l'heure du lever, avec le type de travail. Plus, parce que vous autres, c'est une job de soir. Oui, c'est ça, couvrir les spectacles et tout. On m'avait quand même amené un peu l'idée de dire on va essayer de voir les choses différemment, mais moi, je le sais très bien, pour avoir remplacé souvent à l'émission de Paul, que, tu sais, reste que des spectacles, il y a des incontournables, il faut que tu les vives. Il faut que tu vives aussi ce que c'est un spectacle. Si tu veux bien faire ton travail, il faut que tu aies vu une fois tel artiste en spectacle. Tu sais, si tu n'as jamais vu les Cowboys en show, puis que tu connais pas la marée de monde... Tu comprends pas ce qui s'est passé cet été. Exactement, Là. t'es pas obligé de voir tous les spectacles, mais il faut au moins que tu comprennes l'artiste, puis un peu dans son environnement qui il est. Ouais. Fait que ça vient avec... Puis, Puis regarde à la TV tard le soir. Hein, puis... Ben, c'est ça. Puis il y a toujours ce que j'appelle l'élément infarctus, là, c'est-à-dire il y a des gens qui meurent. Oui. Puis je sais pas pourquoi, ça meurt tout le temps à 23h le soir. C'est vrai. Ou à 3h moins quart avant de rentrer en ondes l'après-midi. Et ça, tu sais, c'est la pire job parce qu'il faut que tu appelles des gens qui sont intimes à cette personne-là, qui ont de la peine, des fois qui sont pas au courant de la nouvelle, il faut que tu annonces à ces personnes-là. Puis je sais pas pourquoi ça arrive vraiment souvent dans le milieu culturel plus que dans l'actualité en général. Donc, cette espèce de stress-là de dire, tu t'en vas te coucher, tu sais pas ce qui va t'arriver dans la nuit, tu peux te lever avec une grosse surprise, puis t'es jamais bien... Ton cerveau est jamais bien reposé. Moi, j'étais énormément stressée de manquer le réveil. Fait que tout ça, si on me l'avait proposé il y a 10 ans, j'aurais probablement sauté dedans à pieds joints. Mais là, tu sais, j'ai 48 ans, puis j'ai découvert aussi... le plaisir de faire des entrevues, de parler avec les gens en vrai, d'avoir... Tu sais, le métier d'être chroniqueur culturel aussi, c'est de te ramasser. Tu vas faire une chronique sur quelqu'un avec 4 clips de 30 secondes qui, selon moi, oui, c'est représentatif, oui, c'est une bonne synthèse, mais pour moi, l'être humain ne se résume pas en 4 clips de 30 secondes. Ah non. Fait que je trouve ça tout le temps... pénible de jamais aller au bout, tu sais, c'est comme vite, ramasse-toi, oh, excuse-nous, on n'a pas le temps pour ta 4e clip. Puis toi, t'as passé comme, je sais pas moi, 20 minutes à parler à cette personne-là, t'as passé 1h30 à dérocher tes clips, puis faire ta chronique, puis en tout cas, fait que c'est quelque chose que je trouve incroyable quand tu le vis, mais un coup que tu l'as vécu, parce que moi, je l'ai eu juste comme une petite pointe, je me disais, j'ai pas envie de ça. De là, la popularité du format balado.
Ben oui. Mais Puis là, je t'arrête pas, excuse-moi, on a plus de temps, on revient après la pause. Non, on continue, puis on va durer le temps qu'on veut durer, tu sais. Ben il y a ça, mais tu sais, même au retour, il y a quelque chose de... Les gens ont fini leur journée, ils demandent à avoir un climat, à avoir une ambiance décontractée. Tu as eu ta journée en derrière, tu as souvent été exposé à un paquet de nouvelles pendant la journée. Il y a des gens qui ont envie de relaxer, mais de se garder informés. Fait que moi, je trouve que là, le show du retour, ce qui est le fun, c'est que c'est de l'opinion. Ouais. C'est que là c'est de l'analyse. Parce que tu n'apprends plus grand-chose au monde. Tu es au courant des nouvelles. Fait que là, il faut faire d'autres choses avec la nouvelle. Là. Ben, c'est ça. Fait que là, tu la traites, tu la décortiques, tu donnes ton avis. Puis là, tu vois, j'ai davantage le temps parce que ça aussi, ça a été installé avec le temps où quand il y a des invités qui se déplacent, ben, tu sais, on leur donne plus de temps en ondes. Fait qu'on a le temps de jaser. Fait que moi, ça, j'aime vraiment ça. J'ai l'impression que ça me ressemble plus comme personne. Puis j'avais l'impression que si je me respectais pas, j'étais pour me blesser par en dedans. Et j'étais pour pas avoir de plaisir, donc la ligne jaune n'aurait pas été respectée. L'autre couleur, c'est le vert. T'en as à peu près la moitié. Le vert, c'est le rythme. Puis, convaincu que des gens peuvent avoir l'impression que tu es une fille beaucoup plus rapide, beaucoup moins calme que tu l'es. En tout cas, à la lumière de ce que j'ai devant moi, tu es une fille qui déteste pas être calme, qui est bien dans la zone détendue, qui va faire les choses. Oui, tu es capable d'aller vite, là, mais tu préfères si on fait ça comme du monde, puis il y a un consensus, puis il y a de l'harmonie. Fait que même si c'est le rouge dans le tapis, t'es pas une brosseuse de marde dans mon québécois. Non, vraiment pas. Puis autant dans les plans de travail, moi j'aime lire, j'aime ça, faire mes recherches tranquillement, pas vite. Ça prenait pour une lionne, Lac-du-Fond. Ah oui, on va par là, mais on prend notre temps. Mais on dirait que j'ai besoin souvent d'avoir une connaissance approfondie des choses pour mieux la synthétiser. Fait qu'il y a ça. Puis, tu sais, pour le confort en général, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup, tu sais, plus je suis longtemps en vacances, plus je resterai encore plus longtemps en vacances. On est chanceux, on a des arrêts, nous, à peu près de 7 semaines. Ouais. J'en aurais demandé une 8e. Tu sais, fait que je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'espèce de lenteur. J'aime être à la maison aussi. Moi, là, mon projet dans une journée, c'est d'arriver puis là, de faire « Oh mon Dieu, la planche en dessous de la porte patio, c'est vrai, il fallait la sabler, la peindre puis la vernir. » Puis ça, là, c'est mon projet puis j'ai du fun à faire ça. Ou en tout cas, j'adore tout ce qui est de décoration d'intérieur aussi. Puis je deviens comme un peu obsédée. Fait que pour moi, ça, c'est mon grand bonheur. C'est d'être dans la maison puis d'avoir un petit projet et de le réaliser. Tranquillement, calme, à ton rythme. Mais les choses avancent. Non, c'est clair. Ça va pas niaiser non, mais chez c'est nous. sûr que ça peut pas niaiser. T'es pas capable de niaiser. Mais l'affaire qui va te faire sortir de tes gonds et l'affaire avec laquelle tu as peut-être le plus de difficultés, c'est tout ce qui est règles, normes et règlements. Oui, vraiment. T'as eu ça. Je déteste ça. Le choker. Puis pourtant, je suis une personne qui est capable de suivre. Tu sais, je suis capable d'être dans la masse, j'ai pas de problème à ça. Je tiens pas. Il y a des gens qui automatiquement vont aller à l'envers de tout le monde. Ça, c'est pas moi. Moi, je suis pas comme ça. Mais j'ai un problème avec tout ce qui est étouffant. Tout ce qui est marche au pas. Tu sais, je parlais tantôt du militaire. D'être obligé de suivre les règles. C'est comme ça parce que c'est comme ça. Moi, j'ai besoin d'une explication. Quand ça devient logique... T'as gardé l'enfant qui dit pourquoi, là? Oui. Puis... Fallait pourquoi? J'ai besoin de comprendre. Quand je comprends, j'en ai pas de problème. Je vais faire ce qu'il y a à faire. Mais quand il y a cette espèce de carcan-là autour de moi, là, c'est là où je suis comme, j'embarque plus. Quand on ne donne pas de réponse, quand tu sais pas où s'en vont les autres, puis là, tu poses des questions, puis personne te répond, là, je deviens complètement perdue, puis ça me choque, là, ça vient me chercher, il y a quelque chose de bien... ça gratte par en dedans. Puis là... je peux devenir maline. Oui, là, le rouge va sortir, c'est clair. Mais écoute, avec autant pas de bleu, ce qui est fascinant, c'est puis je te comprends, je suis pareil. Autant pas de bleu, ça va aller jusqu'à faire ses propres règles. Puis tellement pas de bleu, tellement pas suivi de bleu que tu risques de faire des règles que toi-même tu suivras pas. Ouais, ça arrive souvent. On parle-tu des résolutions, des trucs? Tout, regarde. Oui. Non, c'est vrai. Je peux me faire... Est-ce que je me fais des règles? Je pense que oui. Tu fais des règles? Je fais des règles. Est-ce que je les suis? Pas toujours.
Non. Mais tu sais, je suis mon propre boss. Ouais, c'est clair. Puis, ce que Nova fait ressortir, c'est à quoi on carbure. Tu sais, dans la vie, il y a des motivations. Fait qu'il y en a que c'est le cognitif, il y en a que c'est l'esthétique, il y en a que c'est l'altruisme. Toi, il y en a deux qui ressortent. Ah ouais? Ok, je suis curieuse de voir. La première, c'est l'individualisme. Ce qui vient avec, c'est le leadership. Être capable d'être en avant, mais accepter les pouvoirs et les responsabilités qui viennent avec. C'est pas juste de dire, moi, je suis la poster girl. Là. Je suis la fille en avant, puis je vais manger les sacs de raisins secs qui viennent avec le fait de la position d'être en avant. Mais c'est vrai, c'est drôle parce qu'il y a des leaders innés qui naissent avec du leadership. Écoute, ils pourraient se jeter en bas d'un pont, tout le monde les suivrait. Tu sais, c'est comme, ça fait partie... Moi, je suis pas comme ça. J'ai vraiment pas ça comme qualité. Je suis probablement un leader travaillé. Mon père a été chef d'entreprise pendant longtemps, un ingénieur qui a parti une PME puis qui a grandi, a été revendu. M'a fortement conseillé dans la vie d'aller faire un MBA, tu sais. Finalement, tu sais, je travaille pas dans le milieu, mais le MBA me sert régulièrement pour faire un paquet de choses. Tu l'as fait, ton MBA? Oui, je l'ai fait. Je suis allée le faire aux États-Unis. Je suis partie 2 ans faire cette maîtrise en administration. Mais je suis un bon leader quand je connais bien les choses. Quand je connais mon contexte, quand je connais vers ce quoi j'ai de l'instinct aussi, je pense. Mais je suis un leader travaillé. Quand j'ai mes arguments, quand j'ai ma logique, quand je comprends tout ce que je dois faire, là, je deviens hyper convaincante. Mais je serais pas capable de pelleter de la bullshit. Je serais incapable. Je regarde des politiciens, souvent, là, tu sais, puis comme, tu sais, qui ont des belles phrases creuses, puis qui vont faire des discours très enlevants, puis je suis comme, aïe, wow. Moi, si j'ai pas une seconde du discours s'il y a une seconde du discours qui est fausse, je vais sonner fausse. C'est clair. Fait que je suis fascinée, moi, par ça. Puis l'autre phrase que tu dois dire souvent, c'est pourquoi je ferais ça vaut pas la peine. Ah, ben oui. Parce que la deuxième motivation, c'est l'utilitaire. Ben oui. Fait que c'est le retour sur investissement. Mais là, je sais qu'à chaque fois qu'on parle d'individualiste, le monde pense que par rapport au côté péjoratif, puis le retour sur l'utilitaire, le même principe. L'utilitaire, c'est pas juste dire faire de l'argent. Non, c'est je veux utiliser mon temps à bon escient. Si je fais du bénévolat, ça va servir. Si je lis de quoi, ça vaut la peine de le lire. Fait que si tu as le deux choix entre une lecture creuse puis une lecture qui apporte, tu vas prendre la lecture qui apporte plus que la lecture creuse. Oui, je vais prendre la lecture qui apporte, mais je vais prendre aussi la lecture qui me donne du plaisir. Tu sais, tu vois, dans l'ordre. Dans l'ordre. La journée après, on va avoir du fun. Je vais en lire la niaiserie, là. La ligne jaune, elle part jamais. Non, c'est clair. Je serais pas capable de lire un truc juste... Mais tu sais, ça me prend tout le temps un but, moi, dans la vie. OK. Fait que si j'ai à faire la lecture, c'est parce que c'est effectivement ça, je sais que ça va me servir. Je suis pas capable d'être en errance sur quelque chose, juste par curiosité. Fait que c'est un peu comme j'expliquais, je lis les médias le matin parce que je sais que dans la journée, ça va me servir. Quand je suis en vacances, je triche un peu sur les journées où je vais le faire. Je vais le faire aussi par intérêt, mais tu sais, il y a un peu la même chose. Si j'ai un problème avec mon chien, là, je vais me mettre à lire à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Faire un bac en chien. Ouais, c'est Maîtrise ça. en chien. Exactement. Mais c'est parce qu'il y a un but, c'est de régler un comportement ou de faire ça. Fait que moi, ça me prend cette espèce de carotte, effectivement, et d'économie d'énergie et de temps pour savoir qu'est-ce que je vais donner comme gaz pour me rendre. Là, tu as dit, papa avait une belle entreprise. Donc, c'est clair qu'il y aurait eu des portes qui auraient pu s'ouvrir pour pouvoir travailler dans la compagnie familiale. Tu as fait ton MBA, tu as étudié en pub. Et alors qu'Internet était à ses quasi-balbutiements, toi, tu as dit de la marge, je vais faire des interviews de vedettes dans l'interweb. Bien, en fait, ça me trotte depuis longtemps. Moi, au départ, je me souviens... Là, ça fait 15 ans à peu près, là. Facile que ça a commencé. Oui, mais avant ça, quand j'étais à l'université... OK. C'était comme mon rêve secret de faire ça. Tu sais, c'était à l'époque de Flash. C'était à l'époque là, tu sais, où il y avait le micro jaune, puis là, on voyait l'actualité, puis c'était comme un bulletin de nouvelles d'actualité. Peut-être comme Claude Dubois, j'aurais voulu être un artiste. Oui, j'aurais voulu. Ton père voulait que tu sois businesswoman. Je voulais être reporter. Je me suis comme pas écoutée au complet. C'est comme si j'avais manqué un petit peu de confiance à un moment donné dans le parcours. Après mon secondaire, j'aurais dû aller faire ATM à Jonquière. J'ai fait ça, j'ai trippé. Ben, j'aurais probablement trippé. Sauf qu'il est arrivé plein d'affaires. J'avais pensé être comédienne. Je suis allée faire mes auditions à Lionel Groux. Je les ai manquées.
Je suis restée à Lionel Groux me disant, je vais refaire mes auditions. Je les ai jamais refaites. Et après ça, je suis tombée un peu comme en errance. Tu sais, j'étais en sciences humaines, j'ai fait une année en lettres, une année en sciences humaines. Et là, je me suis mis à postuler pour faire de la com dans les universités. Là, je me disais, l'UQAM, c'est tellement une évidence. Ils prennent n'importe qui. Mais vu que j'étais en errance, je performais pas au cégep. J'étais pas super bonne. Fait que j'avais pas les notes pour rentrer à l'UQAM. J'avais été acceptée Ottawa, Laval. Laval, c'était relations publiques, leur force. Fait que pas comédienne, pas communication. Puis là, je me suis dit, relations publiques, c'est pour moi. Fait que j'ai comme pris cette tangente-là, puis je me suis oubliée un peu là-dedans. Et quand j'ai fini mon... je te vois pas comme PR, parce que justement, le PR, c'est mâcher de la bullshit et aller quasiment mentir. Et je regarde des gens qui sont PR et j'ai à la fois un dégoût et une admiration sans borne pour ces gens-là. Je peux comprendre, mais t'es pas capable de faire ça. Tu serais bonne. Je suis bonne pour m'occuper des autres. Je serais une bonne PR pour des gens que j'aime. Tu sais, j'ai des amis, collègues, des chroniqueuses à la radio, puis je suis comme, voyons, je vais y aller m'asseoir dans le bureau à ta place, puis je vais te vendre bien mieux que tu te vends. Non, mais tu seras genre d'artiste. C'est ça, mais je pense que ça, j'aurais cette qualité-là, ou produire d'autres personnes. Je pense que je serais bonne parce que t'as le pas de recul, puis tu vois personne. C'est pas comme c'est pas comme le regard qu'on pose sur nous-mêmes. Ouais, non. Fait que moi, je serais bonne pour faire ça. Puis tu vois, ça rejoint un peu le parcours. Quand je suis allée faire mon MBA, là, je me disais, OK, je vais rentrer en entreprise. Je me voyais faire du marketing, de la pub. Il y avait quelque chose de bien plus romantique pour moi de ce que c'était faire de la pub. Puis, à un moment donné, je pense que quand tu te détaches de ton vœu profond ou de ce que t'es dans la vie, tu finis par avoir de la peine. Fait que, à un moment donné, quand le truc en pub a déchiré, j'ai dit, là, il faut absolument que je retourne à ce que je voulais faire avant. Le rêve de la petite fille, là. J'avais 10 ans dans l'arrière sur tout le monde. J'avais travaillé à Musique Plus au Com. Je voyais les VJ, je voyais Geneviève Borne dans les marches. T'avais envie d'enfarger les escaliers. Oui, elle était fine, elle me parlait, mais tu sais, j'étais comme, je veux faire ça. Puis j'étais allée m'asseoir avec... il y avait comme une espèce de directeur des VJ. Puis j'avais dit, tu sais, j'avais comme une bulle en me disant, OK, je veux faire ça, j'aimerais vraiment ça. Puis il m'avait complètement découragée de faire ça dans la vie. Fait que je suis retournée faire ma 2e année de maîtrise aux États-Unis. Puis je suis revenue. Puis je me disais, je dois pas être assez bonne. Je dois pas être assez intéressante. C'est bon parce que pourtant, j'ai l'impression que t'as un côté tête de cochon. J'en ai un mais c'est ça. Mais il m'a rattrapée par le temps. Tu sais, il y a eu Quand j'ai fait le tapis rose, quand j'ai démarré le tapis rose, je me suis dit, il y a plus personne qui va m'arrêter. C'était avec tout ça dans ma tête. Il y avait du Flash, il y avait du Musique Plus, il y avait du Sex and the City, il y avait du Girl Power, il y avait du moi, je m'étais dit, gars, il y a personne qui veut m'engager, je vais me faire mon émission de télé, puis elle va vivre sur une affaire qui s'appelle YouTube, que personne connaissait à peu près, là. Puis je me disais, gars, ça va être ça, mon carreau, les gens vont me regarder sur le web. Et tout ça s'est mis à grandir, puis à exploser, puis... Mais si j'avais pas fait ces 10 années-là où j'ai essayé de financer quelque chose qui s'est jamais complètement financé, c'est financé par bribes à gauche, à droite, avec des alliés. Une petite collaboration, une petite commandite, un petit... Je suis allée dans une marge de crédit où je me suis pris quasiment une année de salaire. Puis j'en paye encore... Quand tu te produis, t'as pas le choix au début. Non, mais j'en paye encore le prix. Moi, j'ai pas une tonne de REER. J'ai remboursé ça longtemps. Ça a été très, très, très difficile. Mais c'est comme, j'ai un côté gambler, puis je me suis dit, je vais gambler sur moi-même. Puis c'est ce que j'ai fait. Puis je veux dire, ce que je vis là à la radio, c'est probablement la résultante de tout ce que j'ai fait pendant ces 10 années-là. Puis je me suis créé une expertise en cinéma que peu de gens, dans les généralistes, ont. Puis tu t'es payé des trips de fou, là. Carrément. La petite fille a réalisé, tu sais, dans la liste des checklists, plein d'affaires. Ah, mon Dieu, folle, je veux dire... Parce que pour ceux qui n'ont jamais suivi Tapis Rose, c'est quoi? T'as fait quoi? C'était une web télé. Moi, je trippais sur le cinéma. En fait, ma mère m'a inculqué ça, être une grande cinéphile, écoutait beaucoup de films. Puis j'ai vu pas mal d'affaires. Fait que je me disais, j'étais à CIBL, tu sais, après avoir fait Promédia, j'étais à CIBL. Radio communautaire de Montréal. Puis là, on disait, choisis-toi une sphère dans laquelle t'es bien. Puis là, j'ai fait, je vais prendre le cinéma, je connais ça. Puis il n'y a pas de... Tu sais, tu peux avoir du film d'auteur. À CIBL, il fallait que ce soit quand même un peu plus auteur. Ouais. Fait que
je me disais, des films, c'est pas, tu sais, je veux dire, Claude Lelouch, il fait un film d'auteur, c'est quand même bien Claude Lelouch, puis ça a été la première personne que j'ai interviewée. Mais puis OK, on commence petit. Je suis rentrée comme dans un réseau, là, où les attachés de presse me soumettaient des affaires, puis j'ai trouvé ça vraiment chouette. Sauf qu'il y a quelque chose avec la radio, c'est que ça s'efface vite. Il y a quelque chose de très éphémère. Oui. Le lendemain que tu t'essuies, tu recommences. Tout le monde a oublié ton show de la veille. Ouais. C'est comme si le son se perdait dans les nuages alors que les images restent. Ouais. Fait que là, Tapis Rose est arrivé en me disant, je veux de quoi de durable. Je veux qu'on voit Claude Lelouch, mais je veux qu'il reste dans le temps. Je veux que quelqu'un, 10 ans plus tard, soit capable de retrouver mon entrevue avec Claude Lelouch. Fait que j'ai créé une vitrine rose. Puis là, j'ai commencé à me promener dans le milieu du cinéma. Puis au lieu d'aller faire des tapis rouges, j'appelais ça le tapis rose de Catherine. Puis ça a grandi, mais ça m'a ouvert des portes. Et t'avais un peu à la Flash, au lieu d'avoir le micro jaune, t'avais la maillotche rose. J'ai croisé Flash la dernière année de Flash. C'était ma première année de tapis rose. T'as-tu acheté leur moumoute de micro puis t'as mis de la peinture de Rona dessus, non? Non, mais j'ai fait une recherche exhaustive de micro rose. En tout cas, avec le temps, le premier, je vais te dire, ça ressemblait plus à un attribut masculin. C'était commandité par séduction. C'est épouvantable. Jean Dujardin regardait ça, puis le cœur me hivait. Voyons donc, ça n'a aucun bon sens, ce micro-là. Ils ont fait de la télé rose le soir, là. Mais effectivement, ça m'a amené à faire des trips incroyables parce que j'ai financé mon premier voyage en allant à Cannes. Je suis allée à peu près une dizaine de fois. J'ai rencontré un paquet d'acteurs. J'étais allée à Toronto, tu sais, je veux dire, j'ai quand même interviewé Brad Pitt, Tom Hanks, Julia Roberts. Jane Birkin. Oui, Jane Birkin, qui était mon entrevue la plus probablement salutaire parce que il y avait le film qui sortait sur Serge Gainsbourg. Tout le monde voulait parler à Birkin. Elle accordait pas d'entrevue. Puis moi, j'ai réussi à rentrer dans il y avait une annulation d'un média italien pour un film qui sortait même pas au Québec. Puis la fille qui gérait les portes, elle a dit, ben là, il y a une annulation Birkin, 20 minutes de pause. Je dis, non, je vais le prendre le trou. Puis je suis allée faire des recherches sur un film que je n'avais pas vu. Je suis allée faire une entrevue sur un film que j'avais pas vu avec là, le Jane rouge Birkin. sort dans le tapis, puis ça va vite, là. Pour l'année, tranquillement, à parler du film sur Gainsbourg, puis j'avais réussi à avoir des clips que personne n'avait eu. Puis elle avait été d'une gentillesse inouïe. Et après, je l'ai revue plusieurs fois. Je pense pas qu'elle se soit souvenue de moi à chaque fois, mais pour moi, ça a été marquant dans ma vie, Jane Birkin. Fait que oui, j'ai rencontré un paquet de monde, j'ai fait des entrevues, j'ai fait des voyages. Même encore, c'est la seule version dans laquelle le tapis rose vient encore. C'est quand on me demande, j'ai fait beaucoup de projets avec Téléfilm, avec des distributeurs de films, des producteurs, d'aller suivre des équipes de films qui présentent dans des festivals. Ça, je le fais encore parce que je trouve que c'est viable, parce qu'il y a une partie des frais de production qui sont pris en charge, parce que j'ai pu faire l'espèce de routine de suivre tous les films aussi. Puis je trouve ça bien excitant de faire ça à l'étranger. Je trouve qu'il y a un regard fascinant des autres envers notre cinéma à nous. J'adore ça. C'est comme une étude comportementale, comment eux nous perçoivent, nos comédies, nos films. C'est l'affaire que j'aime le plus faire. Puis c'est quelque chose que je veux mettre à terme aussi, c'est de pousser ça dans un documentaire, de faire le tour du monde avec 3-4 films. T'sais. Ça, c'est vraiment... Ça serait de voir comment on est perçu à travers le monde. Oui, bien, on l'avait commencé, ce projet-là, mais est arrivé la pandémie. Je suis partie à Berlin. Je suis en février 2020. Je suis revenue, puis il y avait plein de masques à l'aéroport. Puis quand je suis rentrée, 2 semaines plus tard, tout a fermé. Fait que le projet est devenu un documentaire sur le cinéma en temps de pandémie. Et j'ai pas pu continuer ce projet-là, mais ce n'est que partie remise. Je veux vraiment le mettre au monde. Avec Tapis Rose, tu as rencontré bien du monde. J'ai cru comprendre que Michel Côté avait été un des personnages importants. Oui. En quoi Michel avait été important? Ben Michel, c'est fou aussi. C'est quelqu'un qui aime ça aider les autres, puis c'est quelqu'un qui aime... moi, en fait, c'est une des personnes qui m'a donné le plus de break, ce qu'on appelle un break, d'informations de temps. Il me trouvait drôle, je sais pas, il me trouvait loufoque avec mon projet, il trouvait ça bien, bien drôle. Puis, tu sais, j'allais sur des plateaux, il prenait le temps de me parler. Des fois, là, on me disait, là, c'est pas sûr, Michel, tu sais, il va... Tu sais, des fois, mettons les plateaux, le Louis-José ou Michel Côté, là, c'était, vous allez avoir 5 minutes à la gang, tu sais. Mais il m'en donnait tout le temps un petit peu plus. Tu sais, j'avais fait des projets spéciaux aussi, des longues entrevues. Écoute, il aurait pu avoir 1000 raisons pour me dire non, j'embarque pas dans tes niaiseries, puis il l'a fait, tu sais. Puis on a comme développé une complicité. Et à toutes les fois que je l'ai revu après, il était tout le temps là, puis
l'affaire que j'aurais jamais pu prédire, c'est d'avoir eu cette entrevue-là. J'ai eu une entrevue avec Michel Côté, peut-être, je sais pas moi, 6 mois avant qu'il meure. En fait, je pense que c'était une année avant qu'il meure, mais le temps qu'on monte le tout puis qu'on mette ça en ligne. Puis il parlait de la vie. Il parlait de la vie qu'il voulait vivre, qu'il avait décidé de prendre sa retraite, qu'il voulait prendre son temps, voir ses amis, être avec sa femme, ses petits-enfants. Puis là, pow! Quelques mois après, on apprend qu'il est malade. Puis pow! Quelques temps après, on apprend qu'il décède. Ça m'a carrément bouleversée. Puis c'est vraiment étrange comment tout ça est arrivé. Je devais partir en République tchèque. Michel Côté est mort, on a appris son décès un lundi. Je partais le mardi. Puis je voulais pas qu'il y ait personne d'autre que mon monde qui couvre l'info. Fait que je sais pas, il y a comme eu quelque chose de magique. Je me disais, si je peux être comme une des dernières à porter sa parole, à véhiculer ces élans-là d'entrevue, puis de parler à du monde qui l'ont aimé dans la vie, ben c'était comme la dernière chose que je pouvais faire pour lui, tu sais. Puis c'est arrivé aussi avec Jean-Marc Vallée, tu sais, je suis en train de me demander si je porte pas malheur aux gens en faisant des grandes entrevues. Ouais. Mais Jean-Marc Vallée avait fait partie de la même série d'entrevues, mais l'année précédente. Et on avait jasé à peu près 1 heure, on faisait des surprises à Marc-André Grondin, Evelyne Brochu, qui était venue un peu comme le Sissi, là, tu sais, on jase pendant 1 heure de temps. Et quand Jean-Marc est décédé, lui il est décédé un 25 décembre, mais on l'a appris, je pense, le 26 dans la nuit. Puis j'étais en vacances de Noël, puis là, c'était tu sais, je pense qu'il était comme minuit le soir, mon chum était parti se coucher, puis j'ai dit, je ne peux pas ne pas être de ça demain. Fait que j'ai appelé à la station. J'ai dit, en fait, je suis restée à la maison, j'ai tout fait de la maison, mais j'ai fait le topo des nouvelles. Personne ne m'avait demandé de faire ça. J'ai fait un topo des nouvelles chez nous. J'étais allée réécouter la grande entrevue. Je pense que j'ai déroché à peu près comme 10 de clips. Sorti plein d'extraits. J'ai écrit pendant la nuit à la chroniqueuse culturelle en poste. J'ai dit, demain matin, vous allez vous lever, vous allez avoir personne. Vous allez m'appeler. Je m'en vais me coucher. Je me suis couchée, il était... Je pense 4 heures du matin, je suis rentrée en ondes à 6 heures. J'avais dormi 2 heures. Après ça, ça n'a plus jamais arrêté. J'ai fait toutes les émissions qui ont suivi. Puis je pense que j'ai fait les nouvelles le soir, en tout cas. Puis j'étais brûlée, là. Mais je me disais, ça pouvait pas être une autre personne que moi. Jean-Marc Vallée, il a été aussi important. C'était le genre de gars, je m'étais fait sacrer dehors du Festival du film de Toronto. Parce que justement, j'avais poussé un peu fort avec des artistes, puis... Trop drôle. Eux sont militaires. Eux, je les ai pas aimés, OK? Je m'étais fait sacrer à Porditif, puis les relationnistes de presse voulaient plus que l'équipe de Jean-Marc me parle. Puis il a traversé la foule, puis il est venu me voir sur le bord de la clôture pour venir me jaser. Fait que, tu sais, je me dis, ce gars-là, il aimait ça. Quand tu avais de l'intérêt pour ses projets, puis que tu posais des questions intelligentes. Un intérêt réel, là. Pas sur sa vie privée, puis que tu lui parlais des choses que lui l'intéressait, il pouvait te donner la lune. Mais il pouvait être bête comme ses 2 pieds aussi. Puis moi, j'ai été chanceuse, je suis tout le temps tombée dans... Des bonnes journées. Cette partie-là. On dirait ça, je l'ai compris vite. T'sais. Il y a eu beaucoup de gens qui posaient beaucoup de questions sur la vie intime du monde. Moi, si ça servait pas le propos, j'allais jamais là. Ben, tu sais, c'est drôle que moi, j'ai souvent fait des entrevues dans la vie, mais pas tant que ça. Puis ce balado-là, je l'ai fait un peu comme toi, tu as fait le tapis rouge, tu t'es payé un trip. Moi, je me suis retrouvé à 50 ans, j'avais vendu ma compagnie. Ma carrière télé était faite. Mon site web va super bien, j'ai une équipe qui gère tout. Puis un peu avant la pandémie, je fais « What's next? Qu'est-ce qui me manque dans la vie? » Puis je fais « Hey, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va penser à moi pour faire des grandes entrevues? » Ben non, je suis monsieur Internet. Moi, je suis chroniqueur Internet. Je connais ça, le web, that's it. Je me suis payé le balado et je rencontre du monde. Puis je fais ce qui, d'après moi, est essentiel, c'est de faire mes maudits devoirs. Ben oui. Puis de m'intéresser, me renseigner sur les personnes. Et là, on est rendu à peu près aux 100e entrevue que je fais. Là. Puis c'est pas pour me lancer des fleurs, c'est pour parler du métier. Le nombre de personnes qui a micro fermé quand on finit, c'est « Tabarnak, t'as bien travaillé, François! » Et il est là, le respect que ça, mais toi, tu te prépares. Fait que justement, tu arrives devant le cinéaste qui, lui, est pogné pour se faire chier. En une journée, il l'embarque dans une chambre d'hôtel. Tu te parlais tantôt 15 minutes, 30 minutes, 20 minutes. C'est la triste réalité de ces gens-là. Puis là, toi, tu arrives, puis tu ne parles pas de sa dernière blonde, ses jeans, sa coupe de cheveux. Tu pointes l'affaire que lui voulait que les gens voient dans le film. Puis il fait, c'est une qui a compris. C'est sûr qu'il t'adopte. C'est sûr qu'il t'adopte. Mais tu sais, j'étais pas la seule. La presse écrite le fait, mais ce que je voulais dire, c'était en vidéo, avec un média électronique. Hein? C'est là où je pense que je suis sortie du lot parce qu'il y en avait plein qui sortaient. Les sites de potins commençaient.
Puis, tu sais, là, réponds-moi en 4 points. Tu sais, c'est très rendu comme ça maintenant. Là, c'est comme... là, on veut te sortir de la boîte. On veut te faire dire des affaires. Puis là, c'est comme, c'est quoi tes céréales préférées? Puis là, tu sais, le gars, il est là pour vendre son film. Ça lui a pris 4 ans à le financer, le monter. Oui. Puis, à un moment donné... Cheerios ou... Ouais, c'est ça, tu sais, on veut être fourni, ballonné. Puis moi, je les aime, ces discussions-là. Des discussions de création. J'aime tout ce qui est coulisses. Fait que c'est sûr que ça m'intéressait. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, quand la personne, comme tu dis, elle voit que t'as fait les devoirs, moi, je trouve que c'est la plus belle marque d'attention pour aller jaser d'un projet, que ce soit un film, un album ou n'importe quoi. Si t'as pas fait tes devoirs, hey, c'est... Et puis c'est le fun, en plus. Ben oui, c'est le fun. C'est le fun. Puis tu utilises même pas le tiers de ce que t'as trouvé, mais c'est le fun. Ben, je suis d'accord, mais ça permet de rebondir. Ouais. Moi, ce que je pense, c'est quand on fait tout ce travail-là, puis qu'il est comme dans notre corps, puis qu'il est ancré, c'est pas grave si on se souvient, si on n'utilise pas tout. Mais à un moment donné, il va peut-être arriver de quoi, puis tu vas faire « Ah ben oui, parce que telle affaire. » Absolument. Ouais. Et c'est là où ça devient payant. C'est quand tu es capable d'avoir tes références avec ta connaissance puis ton bagage que tu as sur l'autre être humain qui est assis en avant de toi. Avec toi, c'est difficile d'avoir des référents parce que t'as pas de Wikipédia. Il n'y a pas de biographie en ligne, à part quelque chose de succinct sur le site de ton agent, qui n'est pas vraiment une biographie, qui est plus une fiche descriptive. Fait que, d'après toi, qu'est-ce que le monde cherche sur toi? Parce que moi, je m'amuse toujours, je vais dans Google et tu sais, quand tu ouvres un navigateur, que tu cherches des mots et que tu es dans un navigateur vierge qui n'a jamais cherché ces mots-là, si tu vas tout en bas de la page, tu vois les mots que les gens cherchent sur la personne. J'ai jamais pensé à regarder ça. Je suis comme une carte Internet, hein? C'est ça que je fais dans la vie. Mais moi, je vais te confier de quoi, François? Oui. Moi, je pense pas que j'intéresse le monde. Ben, c'est une des raisons pour laquelle j'ai été surprise que tu m'invites, parce que je me dis, moi, mon travail, c'est mettre les autres en lumière. Je pensais jamais que quelqu'un serait intéressé par ce que moi, je suis. Donc, qu'est-ce que les gens cherchent lié à ton nom? Le premier mot, c'est conjoint. Ah, M. Beauchamp. Oui, M. Beauchamp, qu'on ne voit jamais ses réseaux sociaux, sauf quand tu as de la rare autorisation de ce que je comprends du montre à face. Exactement. Ton âge. Ah, OK. Tu l'as dit. Assez pour prendre des hormones. Oui, mais j'ai dit 48, mais aussi, c'est pas pour me vanter, mais les gens pensent que je suis plus jeune que mon âge, donc ça me dérange pas de dire mon âge, parce que souvent, les gens font « mais voyons, t'as pas l'air d'être ça. » OK, fait que tu dis ça pour recevoir un compliment. C'est une stratégie. Non, c'est une stratégie. Il y a des gens qui pensent facilement que j'ai 10 ans de moins, fait que je me dis « Pourquoi pas les jeter à terre? » Ben oui. Fait que là, c'est une occasion de faire « Ben voyons, t'es bien belle. » C'est l'expression « T'es bien belle pour ton âge. » C'est comme un compliment. J'ai tout de... J'ai le visage rond, je suis ronde un peu, tu sais, quand même en chair et tout ça. Ça a un beau côté, c'est que tu vieillis moins vite que les autres. C'est ça, voilà. Exactement. Le troisième mot le plus recherché, c'est mariage. Ah? L'étrange. Sont intrigués. OK. Après, preuve qu'ils cherchent sur toi, le quatrième mot, c'est Wikipédia. Ah ben le monde cherche, t'as-tu un Wikipédia? T'es en train de me dire, c'est-tu nous qui faisons notre propre Wikipédia? Comment ça marche? T'as pas le droit de le faire. Mais c'est parce que tout le monde le fait. Mais qui fait ça d'habitude, les Wikipédia des autres? C'est un vrai fan ou un collectif de gens, mais tu sais. OK, fait qu'il faut que je me trouve des gens qui me fassent mon Wikipédia. Et qui, idéalement, sont des contributeurs reconnus de Wikipédia. OK. Comme ça, tu as plus de chances de ne pas te faire effacer. OK. Ta date de naissance, fait que là, c'est l'âge puis la date de naissance, on revient, puis biographie. Fait que là, regarde, les gens sont pas intéressés à toi, pas en tout. Ils cherchent Wikipédia puis biographie. Ben, écoutez, je vais m'arranger pour quelqu'un sur ma bio à quelque part, mais, tu sais, je me dis tout le temps, c'est-tu vraiment intéressant? Les gens ont une curiosité envers les stars, là, qui sont super connus, là, tu sais, les Guylaine Tremblay, justement, Patrick Lagacé. Moi, j'ai pas fait tant de télé. J'ai fait beaucoup de web. Mais là, t'en fais, là. T'es une débatteuse, t'es une chialeuse à nouveau, là. J'adore ça, chialer de même. C'est sûr. J'en fais peut-être plus qu'avant, de la télévision, mais on dirait que c'est vraiment étrange de ce que je vais dire, que quand tu fais pas de télé, tu n'existes pas dans la sphère médiatique. Tu as ta crédibilité en faisant de la télévision. Puis ça, c'est fou, là. Je veux dire, je peux avoir 7 ans de radio, 10 ans de radio derrière la cravate. On dirait que tant que les gens ne te voient pas, t'existes pas. Oh non, pire! Quand ils ne voient plus, tu meurs. Moi, 20 ans de Salut Bonjour, mon site web va super bien. J'ai 1 million de visiteurs uniques par mois. Fait que je suis plus vu sur le web que quand je faisais de la TV à Salut Bonjour, qui est un show qui cartonne quand tu compares les codes d'écoute.
Il y a encore, ça fait quoi, une dizaine d'années que je suis plus à Salut Bonjour. Il y a, écoute, au moins une fois par mois, il y a une madame qui m'accroche au centre d'achat, qui fait comme « Oh mon Dieu, comment ça va, vous, là? » Elle veut quasiment me faire un don, me déposer de l'argent dans mon compte de banque. Elle se demande comment je fais pour gagner ma vie parce qu'elle me voit plus à la TV, quand je dois être en train de mourir. Fait qu'elle pense que toi, tu es moi, c'est fini. Has-been, c'est un autre mot. Là. Je n'existe plus. Probablement que je travaille plus. Je suis probablement un futur sans-abri. Je suis peut-être dans un centre à quelque part. Fait que autant que la télé te construit, que dès que tu n'es plus en onde, moi, je l'ai vécu l'inverse, là. J'ai vécu la montée de la télé, mais ne plus être sur une base quotidienne à la télé, c'est fascinant comment le regard des gens change sur toi. C'est fou. J'ai pas de misère à le croire. Puis moi, ça m'a toujours un peu aussi protégée parce que ma vie privée est quand même importante. Tu sais, mon chum ne veut pas être sur les médias sociaux. C'est pas quelqu'un qui aime ça être exposé. Il n'a pas choisi ça. Non, puis je respecte ça, à part à 2-3 occasions. Mais j'aime ce volet-là de la vie privée, c'est-à-dire où je peux aller au Costco, où je peux aller n'importe où, puis je me fais pas trop écœurer. Puis je dis écœurer, c'est pas quand les gens viennent me voir que ça me dérange, mais je suis pas scrutée, les gens regardent pas ce que je fais. Je me fais reconnaître, par contre, par ma voix. Ça, c'est fascinant. Tu sais, quand j'arrive à la caisse, quand je me mets à parler, quand je parle à mon chum dans une allée, quand je pars à rire, quand je suis dans une voiture de taxi... les livreurs aussi qui viennent me porter des paquets à la maison. Ils voient mon nom, puis là, ils arrivent parce qu'eux, ils écoutent tout le temps la radio. Puis là, ça m'arrive, des fois, on me dit « Oh mon Dieu, j'avais hâte de voir qui vous étiez. » Oui, parce que les gens qui suivent qu'à la radio, des gens n'ont aucune idée t'es qui, là. De ce que j'ai de l'air. Ah oui, absolument. Fait j'aime cette part-là d'intimité qui vient avec tout ça, mais je suis entièrement consciente aussi que, tu sais, t'as toujours une pression. T'as des patrons qui te disent « On aimerait ça que tu montes ta notoriété. » Tu sais, je te dis pas que mes patrons font ça sans cesse, mais je me l'ai déjà fait dire, tu sais. Pleinement. Fait la notoriété passe par la télévision, et là, arrive le super groupe des A, des B, des C, des D, tu sais. Ne fait pas télévision qui veut. Non. Fait que c'est comme une espèce de semi-cauchemar. Donc, vous comprenez, les gens, là, en télé, et dans les, on nomme, on donne, un peu comme la viande catégorie A au bœuf, il y a des A, des B, des C, des D. Des A, il y en a une centaine au Québec. Des gens très connus, là. Toutes les Guylaine Tremblay, tu sais, là. Fait que ceux-là. T'as les B, là, qui sont dans les téléromans régulièrement, qu'on voit là, t'as des C puis t'as des D. Puis là, dans un show, tu commences... Comme là c'est quand la rentrée télévisuelle commence, là c'est le festival des A qui passe. Là, après ça, ils s'en vont dans les B. Dans le milieu de la saison, ils se prennent dans des B, des C, un petit A une fois de temps en temps. Toutes les émissions qui démarrent vont commencer avec des A. C'est du triple A, même. Là, on est dans du bœuf catégorie. Quand on veut vendre un concept, on y va avec du A. Puis là, après ça, on peut se permettre de mélanger. Fait que t'as une quoi, toi? Mais moi, mon Dieu, je pense que je suis encore dans le C. Et je le vis encore des fois où on a donc peur que tu sois plate. Ben oui. Mais je suis comme... Des fois, je me dis, bon Dieu, écoutez-vous la radio à tous les jours? Tu sais, premièrement, j'ai été entraînée à meubler du temps. Ça, c'est déjà quelque chose de fascinant. 2, j'ai été entraînée à avoir un point de vue sur à peu près n'importe quoi. Fait que c'est difficile de... Puis 3, je suis quand même quelqu'un qui a pas j'ai pas de cassette, puis j'ai pas la langue dans ma poche. Fait que ça peut pas arriver, tout ça. Mais tu sais, tu sens une insécurité de la part des équipes de recherche, de la part des gens qui décident, ou qui sont comme très tendus. Puis là, un coup que tu livres, un coup que ça va bien, là, ça s'ouvre, tu sais. Ce qui est arrivé avec les débatteurs, c'est un peu ça. Non, mais justement, je m'étais préparé un petit segment. Ton débatteur t'a dit que t'as des opinions sur tout. Fait qu'on va jouer à c'est quoi ton opinion sur 3 petits points. Puis cours pour juste... On s'amuse, là, tu sais, là. De ce que je comprends, t'es propriétaire. Tu dois avoir plein d'opinions sur la situation des propriétaires en terre d'Amérique présentement. Absolument, c'est sûr que j'ai une opinion. Ben moi, je trouve que présentement, le locataire a beaucoup trop d'avantages. Quand moi, j'ai vécu des bris dans des appartements, là, je possède Kingsport. J'ai vécu des bris très élevés, là, des appartes complètement sabotés à 40 000 de réparation. J'ai réparé aussi des appartes remis à neuf. Tu sais, ça a coûté, c'est sûr, là, c'est à peu près une quarantaine de mille de dollars remettre un appart sur les rails. Puis je trouve qu'il n'y a aucun respect de la part des locataires à protéger le bien de l'autre.
C'est-à-dire qu'on prend pour acquis que c'est sa maison, mais on est quand même locataire de lieu. Fait que je trouve qu'il y a un manque de respect, puis je trouve que c'est mal balancé dans la société. Cela dit, je suis au courant qu'il y a une pénurie de logements, puis que, tu sais, ça n'a comme pas d'allure, le prix des logements. Moi, j'ai toujours quand même fait attention de ne pas avoir des prix exorbitants, puis de saigner les gens. Là. Tu peux demander à n'importe quel de mes locataires, c'est vraiment pas le cas. Je pense que c'est une bonne proprio, mais je trouve que le système présentement ne retourne pas au bon proprio cet avantage qu'il pourrait avoir. Puis l'extrait est important, au bon proprio. Ouais. Parce qu'il y a des proprios de marde. Tout qu'il y a des locataires de marde, mais malheureusement, les bons proprios. OK. Ouais, je trouve qu'on manque de nuances dans ce débat-là. T'es warrior, défenseresse de la gente féminine. T'es une des féministes assumées qui prend la place. Fait que le film Barbie, c'est de la marde? Pas du tout. Le film Barbie est excellent. Okay. Non, mais là, raconte, parce que ça marche pas, là, tu sais, là. Non, une féministe qui dit que Barbie, c'est bon, là. Mais, tu sais, la prémisse du film Barbie, c'est la plus belle prémisse au monde. Barbie, elle habite dans un monde idéal. Pour elle, dans son monde rose, les femmes sont médecins, juges, peuvent faire n'importe quelle carrière, sont belles. Tu sais, donc, c'est un monde idéal pour les femmes. Les femmes sont encensées par les hommes. Et Barbie tombe dans un monde réel qui est le nôtre. Et moi, le meilleur gag du film, c'est qu'à un moment donné, elle se retrouve dans notre monde, puis là, elle voit un espèce de gros panneau de bord d'autoroute, puis t'as les filles qui font le concours Miss Univers. Puis elle les regarde, puis elle dit « Oh, ce sont les juges de la Cour suprême! » Alors, c'est comme tout ce qui est... En fait, notre monde est un reflet. C'est comme si elle se butait à chaque fois à cette espèce d'inégalité entre les hommes et les femmes. Puis Ken vient avec elle. Fait que Ken, lui, il va s'imbiber de tout ce qui est le patriarcat. Et là, il retourne les deux dans le monde de Barbie. Et là, les hommes, tout devient disproportionné, un peu comme on a pu connaître. Je sais qu'il y a un retour du balancier, mais un peu disproportionné. Fait que moi, ça m'a fait beaucoup rire. Écoute, il y a une phrase à la fin où, à un moment donné, on finit, ça finit bien, là, tout se rétablit, les hommes et les femmes vont être égaux. On n'imaginait pas autrement. Mais il y a une phrase à la fin où il y a une Barbie qui dit « Vous allez voir les hommes, avec le temps, il n'y aura pas d'égalité maintenant entre les hommes et les femmes. Ça va prendre du temps avant que les hommes puissent avoir d'aussi bons d'aussi bonnes jobs que nous, les femmes. » Mais tu sais, c'est un peu ce qui se passe présentement. C'est comme, soyez patientes, les femmes. Vous allez réussir à avoir maintenant l'égalité avec les hommes et vous allez pouvoir accéder aux meilleurs postes. OK. Fait que mon autre point, c'était, plutôt vers la porte, dans le film, on dit les femmes, les femmes sont juges, les femmes sont docteurs. Oui. Dans moins d'une génération, ce sera la réalité. Il y a à peu près plus un gars à l'université. Les gars en publicité sont les cons. Il y a pas un gars qui est capable de poser une tablette droite. Moi, être papa d'un petit garçon, présentement, je serais en panique littéralement de voir ce qui est en train de se passer. C'est quoi la place qu'il va avoir pour le garçon qui va devenir un homme demain? Ouf, ça, c'est une question à laquelle je suis pas certaine d'être capable d'entièrement répondre. Parce est-ce que tu trouves, reformulé, oui. Non, on n'a pas tellement tassé les gars, il fallait tasser, que là, il faut refaire une place, puis il faut quasiment se préoccuper alors qu'il y a encore plein d'affaires de filles à réparer. Il faut déjà réparer à l'avance ce qu'on est en train de casser chez les garçons. Oui, mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de trucs qui vont passer par l'éducation. Je le vois, moi, j'ai une fille de 20 ans. Oui. Tu sais, je vois que cette génération-là n'est pas du tout à la même place que la mienne, où moi, j'ai été. Je te dis pas que mais je pense que les jeunes garçons sont mieux conscientisés, de cette espèce de place-là qu'ont les filles. Tu sais, je regardais elle, son chum est très cool. Tu sais, pour lui, c'est comme normal qu'une fille puis un gars soient équivalents. Il n'y a pas d'inégalité, il n'y a pas de regard. Quand on regarde les inscriptions dans les écoles, c'est clairement plus égal présentement. Là. Bon, après ça, je pense qu'il va y avoir un autre problème, c'est qu'il va falloir trouver une façon d'encadrer les garçons à l'école pour leur donner de meilleures chances dans la vie. Parce que ce qu'on comprend avec les études, c'est que un jeune garçon n'apprend pas de la même façon qu'une jeune fille. Et il va falloir à un moment donné qu'on se pose de sérieuses questions sur l'éducation, point, et qu'on revoie la façon d'éduquer aux garçons, aux filles, et aussi d'éduquer, point, au Québec.
Moi, je trouve qu'on nivelle vers le bas sans cesse. Ben là, surtout cette année, là, on a des gardiens. On a des gardiens dans les classes, là, quand même. Ben, c'est ça, on est en train de, tu sais, je veux dire, le seul critère pour être prof maintenant, c'est d'être adulte. Oui, quand même. Mais tu sais, Ouais, je pense qu'honnêtement, il va falloir se poser des questions de société et faire des choix qui sont peut-être pas nécessairement payants pour des politiciens sur une élection. C'est ça. Fait que tu as des opinions, tu fais du culturel, fait qu'on va jouer à celle-là ou celle-là en OK, culturel. OK. Stat ou indéfendable? Stat. Chanteur masqué ou qui sait chanter? Qui sait chanter? Pourquoi? Parce que on y croit vraiment à qui entre les deux. Tu crois pas à la mascotte? Ben la mascotte, je trouve ça plus dur parce que les voix sont trafiquées, puis tu sais il y a les indices et tout, mais on dirait que je suis jamais capable de trouver c'est qui, fait que je suis meilleure à l'autre. Fait que là, tu fais la baboune quand tu trouves pas, c'est ça l'affaire? OD ou l'île de l'amour? OD. OD. Je trouve que l'île de l'amour, c'est trop mince. J'ai du mal avec ça. Il y a quelque chose d'un peu agressant dans ce concept-là. Je suis très OD. Ricardo Courrier-Bégin? Oh, c'est chien! Écoute, j'ai fait Curieux Bégin. J'ai jamais eu autant de fun de toute ma vie. Fait que je vais y aller avec Curieux. Mais Ricardo, il a signé ma photo. J'ai un poster à la station. C'est Et là... écrit, avec amour, Ricardo. Ben là... Je sais pas, je suis pas capable de répondre à ça. Quand même. Et si vous êtes curieux de connaître sa sauce à spaghetti, tapez sauce à spaghetti Catherine et on tombe sur le Courrier-Bégin qui a publié ta recette de sauce à Je suis allée spaghetti. faire ma fraîche. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Elle a ta pas sauce? rien de si spécial. Ben, mais sur Internet, la mienne, elle l'est pas. il y a beaucoup d'amour. Il y a C'est pas un ingrédient. il y a aussi... tu sais, c'est une sauce ragoût, là. Moi, je coupe mon bœuf, une cube de bœuf et de veau au couteau, là. C'est pas du bœuf haché. Je les fais revenir. Il y a du bouillon de poulet, il y a du vin, il y a du lait dedans. Et après ça, quand tout ça réimbibe, là, on met la tomate. Tu sais que c'est en train de googler, là, présentement. Hein? Les gens font toujours du multi-écran. Avec t'écoutes un balado, t'es sur Google. Je me suis rendu compte qu'avec cette histoire-là, il n'y a pas personne qui est capable de suivre une vraie recette de sauce à spaghetti parce que les gens m'ont écrit après puis ils me disaient « J'ai fait ta sauce, mais j'ai mis telle affaire dedans. » J'étais comme « Mais ça marche plus. » C'est pas ça, je te demande. Ça T'as pas de la crème, mets du lait, Ginette. Voyons donc. Ça ne fonctionne plus. C'est plus ma recette, c'est rendu votre recette. Puis, autre question chienne, la dernière dans Opinion culturelle. Sonia Benezra ou Jean-Philippe Vautier? Je vais y aller avec Sonia, parce que Sonia, pour moi, c'est un croche depuis vraiment, vraiment longtemps. Hey, j'avais demandé d'être stagiaire quand elle était au 98.5, Oui. au début de la station. Oui, je me rappelle. Puis j'avais demandé, je venais regarder, je venais de la regarder animer, parce que j'étais fascinée, parce qu'elle a fait ses devoirs. Tu dis qu'elle fait ses devoirs, là? Elle est... c'est un bourreau de travail, c'est une personne qui, quand elle parle, t'as envie de l'écouter. Moi, là, c'est un gros modèle à suivre pour moi, Sonia Benezra. J'ai fait le pilote de Benezra. Ah oui? Oui. Je faisais Serge Thériault. Parce qu'ils vont parler de triple A tantôt. Ding et Dong était dans le tapis. Fait que c'est évidemment qu'au premier show, mais là, tu t'invites pas Ding et Dong pour faire la pratique la veille. Fait que... J'aimerais ça qu'on la ramène à la télé, Sonia Benezra. Oui, elle clairement. mérite ça, vraiment. Ouais. Fait qu'en terminant en vrac, plus dans le perso, plus beau souvenir d'enfance à Valleyfield? Les régates avec mes amis. Ah oui? Ouais. Ça, les régates, là, ados. Mais là, regarde avec les amis, là, ça sent le petit Justin, là. Non, c'est que... OK, ce qui se passait, il y avait les courses. Oui. Il y avait un espèce de gros 5 à 7 après. Puis il y avait la veillée qui suivait ça. Ça, je disais, ça sent le petit Justin roulé. Mais il n'y avait pas de petit Justin, c'était des chums de filles. On sortait. C'était démentiellement fou, ce temps-là, à Valleyfield. Là. Je veux dire, c'est du temps où j'ai eu du plaisir. Sortir 4-5 heures du matin, revenir à pied, rigoler, danser. Quand tu dis que tout le monde revenait pour ces parties-là, là, Ouais. c'était dans un club qui s'appelait anciennement La Pomalou, après le Saint, et qui est maintenant fermé. Mais tu sais, à un moment donné, pouf, t'as un splash de lumière, puis là, tu vois, puis tu te dis, mon Dieu, je connais tout le monde dans le club. Ça, c'était le fun. C'est quoi l'expérience d'avoir un congélateur brisé dans son sous-sol? C'est dégueulasse. C'est la pire affaire qui me soit arrivée. Je n'ai eu un ici. Ah oui? Écoute, je suis revenue avec un truc congelé. J'ai dit à ma fille, mets ça dans le congélo. Elle ouvre le congélo. C'était après le verglas. Je sais pas comment ça a brisé cette histoire-là. Après le dernier verglas qu'on a vécu. Elle m'a dit, mon Dieu, mais ça sent dégueu dans le congélateur. Fait que là, voyons, on T'exagères encore. On ouvre ça. C'est comme s'il y avait eu à peu près, je sais pas moi, 60 cadavres morts depuis Dexter. 3 semaines. Il y avait
du moisi, il y avait du juice, il y avait à peu près ça de juice dans le fond. Oui! Puis mon chum a un dédain profond de toutes ces affaires-là, fait qu'il arrêtait pas, tu sais, il se promenait, puis là, je me disais, mais là, il va pas vomir dedans en plus. Fait que j'ai dit monte, fait que là, j'ai ramassé ça toute seule. Puis j'ai monté ça à coup de sac à vidange jusque dans la rue. Puis là, on n'avait plus de couvercle pour les poubelles. On était comme samedi, puis les poubelles passent le vendredi. Fait qu'on est allé quêter des tops de poubelles aux voisins avec des roches dessus pour que les ratons laveurs puis les bébites viennent manger ça. Mais je me mettais à la tête... Je m'excuse de raconter. Ah non, mais c'est... Mais je me mettais le corps, puis là, aller dans le fond. Mais t'es bonne de l'avoir fait! Je capotais. Je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça n'a aucun bon sens, mais en même temps, je me disais, qui va le faire si c'est pas moi? Moi, je demeure sur la rue Sainte-Catherine. J'étais dans la rue. Puis là, je disais, il y a des pas fiables qui vont passer. J'ai eu 2 pas fiables qui ont passé. Je dis, les gars, voulez-vous faire 100 piastres chaque rapide? Mais ça va être dégueulasse, ça va durer 10 minutes. Fait que je leur ai donné 100 piastres chaque, ils l'ont sorti. Je voulais juste qu'ils le montent, Tu l'as mis dehors. qu'ils le crissent dans la rue. Puis quelqu'un a ramassé ça? La ville. OK. Moi, Fait qu'on l'a pas vidé, on a gardé le couvert fermé, mais juste le monter. Les gars, là, écoute, c'est pas 100 piastres qu'ils méritaient, là. Ben, t'es plus Ça a pas brillant de que sens. moi. Mais moi, mon frère... Non, plus lâche. mon frère Nuance. est électricien. Mhm. Puis quand il est venu à la maison, j'ai dit, t'es pas capable tout de réparer ça, un congélateur? Puis écoute, il a réparé ça en 3 minutes. Il a dit, tu vas faire notre telle pièce. Il l'a réparé. Fait que là, le congélateur, il Tu l'as fonctionne. vidé, tu l'as nettoyé, il sent bon, tellement bon que t'es capable de remettre du manger dedans. Oui, mais je suis traumatisée. Je veux plus jamais rien mettre dedans. C'est clair. Je pense, je flatte le congélateur. Puis je me dis, un jour, peut-être. Fait que là, t'es rentré ici, t'es tombé sur mon petit chien, puis t'as dit, on peut-tu faire la balade avec mon chien, là? Fait que t'es une fille à chien, là. J'adore les chiens. Toi, qui est Charlotte? Charlotte, petite cavalier King Charles. Moi, j'ai vécu un grand deuil avant Charlotte. J'ai eu un chien, au départ, en garde partagée avec une amie qui voyageait. Un petit pincher, Kiki, qui était dans ma vie à peu près, je pourrais dire, 12 ans, 2 ans en garde partagée. Elle avait déjà 1 an, puis je l'ai eu 10 ans toute seule. Puis c'est le chien qui a été le plus magané dans la vie, à débouler marche. Elle s'est fait des entorses cervicales, lombaires. Elle a eu un problème de... C'est pour ça que t'as pas de REER, t'as été chez le vétérinaire. Ben oui, en tout cas, les glandes, tout ça. Puis à la fin, là, tu sais, elle était plus capable de marcher, puis tout ça. Mais on a failli, je pense, la perdre pendant longtemps, 3 ans en ligne. Un moment donné, elle a mangé un tampon de ma fille, c'est resté jamais. Là, il me disait, venez, là, vous emmenez à soir, là, on n'aura pas le choix, il va falloir peut-être faire euthanasier le chien. Là, je partais à brailler. Puis un moment donné, j'ai appelé une vette, elle m'a dit... Donne une grosse cuillère de vaseline. Puis là, pouf, le tampon finit par sortir. Fait que, tu sais, on l'a réchappé de même plein de fois. Je sais, c'est terrible. Puis quand elle est quittée, quand je me suis rendu compte à l'évidence qu'il fallait que j'aille jusqu'au bout avec le chien, j'ai vécu un deuil. Puis je veux pas dire que le mien était pire que les autres parce qu'il y a tellement d'auditeurs qui m'ont écrit, puis tellement de gens qui m'ont écrit pour me dire à quel point ils ont eu de la peine. Le deuil animal est différent. Ah, non, mais il est sous-estimé. Là, les gens pensent, tu sais, moi, c'est peut-être perdre un membre de ta famille, pas tes parents, pas tes enfants, mais c'est comme perdre un cousin, une cousine, une tante, un oncle, quelqu'un, un ami, quelqu'un avec qui tu es vraiment attaché. Hey, écoute, quand elle est décédée, je suis revenue le soir, je me suis couchée, j'ai braillé toute la nuit, j'ai écrit à l'équipe de radio le lendemain, je me suis dit, il faut que je rentre, parce que si je rentre pas, je vais virer folle. Fait que je suis rentrée au bureau, à 1h, j'ai pleuré de 1h à 3h. Puis là, les gens venaient me voir. Ma patronne venait me voir. Là, elle me jasait. Là, après ça, je suis rentrée en meeting. Puis là, un moment donné, Patrick, il m'a dit, sais-tu quoi? Braille tout ce que t'as à brailler. Puis si jamais tu casses en ondes, on va expliquer pourquoi. Mm-hmm. Ben, à 3h moins 1, j'ai arrêté de pleurer. J'ai fait tout le show de radio. À 6h30, je suis rembarquée dans la Ça a été le même pendant 1 an. 1 an? J'ai eu vraiment beaucoup de peine. J'étais pas capable de parler de chien. J'étais vraiment... Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit « Ton deuil va s'arrêter probablement si t'en as un autre dans ta vie. » Va t'acheter un bébé, là. Fait que j'ai écrit à une éleveuse, Geneviève Peterson et Pierre-Yves McSwain venaient d'adopter un cavalier King Charles. C'était pas mal le chien de mes rêves. Puis ils m'ont mis en contact avec l'éleveuse. Puis moi, j'ai dit « Je suis pas rushée. Quand... vous en aurez un de Puis avec le bon éleveur, ça peut être long. Ben, il y a des listes d'attente. Puis là, un moment donné, elle dit, je fais du ménage dans les listes, qui est encore intéressé? Fait que moi, je continuais, puis hey, je suis pas rushée. Ben, elle dit là, c'est parce qu'elle dit, j'ai une petite femelle, je voulais la garder pour faire de l'élevage, puis finalement, elle est trop petite, il faut qu'elle parte en fin de semaine. Ben, putain, que ton rouge, pas de problème, viens-t'en. Non, mais au début, j'ai fait, vraiment? OK. Moi, j'avais jamais commencé un chien bébé.
Là, mon chum, il était là, mais voyons, ça n'a pas d'allure. Puis là, tu sais, la liberté qu'on vient de s'acheter, puis tout ça. Puis là, je dis, on va aller la voir. Puis là, finalement, non, tu peux pas faire ça, voyons je suis tombée donc. en amour. Fait que Charlotte... C'est grands yeux. Mais, tu sais, même couleur que mon autre chien, mais complètement différente. Quand on dit qu'un chien a une personnalité, là, elle est super indépendante, elle se sacre de nous autres. L'autre était colleuse, tu sais, c'était comme elle venait se coller, puis tout ça. L'autre, c'est vraiment un chien complètement différent, mais je suis gaga. Je l'aime tellement. Puis j'aime, tu l'as vu quand j'ai vu ton chien quand je suis arrivée. On dirait que, je sais pas, j'ai comme... je suis pas chaud pantoute. J'ai une connexion avec les pitous. Dernière affaire, puis c'est un lien pour glisser lentement vers la prémisse du balado qui est terminée en disant le nom du podcast. Non, c'est pas déjà fini! Tu t'en rappelles pas, t'as un cue card d'en face. Oui, c'est ça, tu sais. Ta fille a 20 ans? Ouais. Et à la fête des mères, elle t'a fait un collier de macaroni bricolage. Il y a deux lectures à faire de ça. Il y a le côté rigolé, drôle, mais c'est sûr que le cœur d'une mère, à quelque part, craque quand tu as ce cadeau-là d'une fille de 20 ans. Ben, il y a ça. Premièrement, ma fille m'avait jamais fait de collier de macaroni. C'était, je pense, c'est-tu l'année? Ouais, c'est ça, c'est cette année où on parlait de la fête des parents au lieu de la fête des mères, des pères. Oui, ben oui. Je pense que c'était à la suite d'un débat avec les débatteurs, puis on en avait reparlé en ondes. Puis c'est François Arnois, le recherchiste avec qui je travaille, qui avait parlé à ma fille, qui avait dit hey, « Si tu veux vraiment faire une joke à ta mère, fais-en un collier de macaroni. » Mais cela dit, moi, je veux pas me différencier de toutes les autres mères. Je suis probablement pareil comme plein d'autres mères, mais je suis pas une mère traditionnelle. Ma fille m'a toujours dit t'aimes pas ça, jouer avec les enfants. T'as jamais aimé ça, jouer avec moi. Oh, coûter cher de thérapie, ça. Ah oui, non, mais elle va bien. Tu sais, moi, je recevais mes chums de filles avec leurs enfants, puis j'étais comme, bon, allez jouer dans la cave, là. Tu sais, moi, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de vous entertainer. Fait que ma fille, ça la fait encore beaucoup rire, tout ça. Fait qu'elle dit, ben, toi, t'as pas été une mère traditionnelle, moi, j'ai pas été un enfant traditionnel. Fait que là, c'est comme si ça m'avait offert le cadeau traditionnel d'une enfant. Fait que oui, c'est à partir de l'âge de 20 ans que tu vas avoir un bricolage par année. Ouais. Ça va devenir la tradition. La tradition. Mais tu sais, c'est sûr que ça m'a fait beaucoup rire. Puis il est encore sur ma table de chevet, le collier de macaroni. Là, t'es dans la marde parce que si ta cuisine est belle, ce que je suspecte, parce que tu es madame décoration, puis t'es tout le temps rendu sur Internet en train de demander t'as-tu un tireur de joint, puis je vais avoir un pain, puis whatever. Fait que là, tu vas être pogné pour mettre des dessins sur ton frigidaire à partir de. Oui. Écoute, oui, fait que là, quelqu'un va le faire entendre ce bout-là à ta fille. Fait que là, t'es dans la marde. Une fois par année, elle va te faire des dessins. Une mère ingrate n'affiche pas les dessins. Ben, tu vois, ça prend des aimants sur le frigo. Elle m'a toujours dit, mes bricolages sont dans une espèce de pile en haut d'un garde-robe. T'es jamais affiché. J'ai dit, ça va coûter cher de thérapie. C'est épouvantable. Elle va t'envoyer facture. Mais c'est ça. Je suis pas capable de mettre quelque chose. Tu sais, je dis, Ali, c'est pas bien beau, là, quand même. Là, Ah non, c'est là des dessins d'enfants. Voilà. Ça me fait plaisir. Oui! Mais bon, tu sais. On les félicite pour leur estime de soi. Voilà. On arrête ça là. Mais je pense que j'ai été quand même une bonne mère. Pas pareil comme les autres, mais j'ai été une bonne mère. Est-ce qu'on peut t'appeler 4 Roses ou... Ouais, j'ai mis Rose parce qu'à un moment donné, je voulais que les gens aient plus sur ma page Facebook. Ouais. Puis j'ai mis 4 Roses parce que les gens me demandaient, je suis plus capable d'avoir d'amis Facebook, j'ai atteint le maximum. Fait que je me disais, allez sur la page. Fait que j'essayais d'en donner également à la page qui a mon compte personnel en disant, écoutez, même si vous allez sur la page, vous allez avoir la même info. Puis là, finalement, étant donné que cette page-là est liée avec mon compte Instagram, les gens qui sont sur ma page, il y en a beaucoup plus. Parce que j'oublie de nourrir mon compte perso, puis ça va sur ma page, puis j'ai l'impression que ces gens-là qui me suivent sont super contents. Fait que tu vois, ça a payé en bout de ligne. Quand même. Ouais. Fait que ben, c'est le grand moment. C'est le moment où je demande à mon invité. Parce que, tu sais, puis je suis content parce que je suis quand même d'une bonne moyenne au bâton. On a une centaine d'invités. Tout du monde où on jase la vie. Du monde qui l'ont eu plus tough que clairement tu l'as eu. Malgré tout, dans le casting que je fais, c'est tout du monde qui, après s'être déposé, d'avoir jasé de leur vie pendant un an, ont clairement envie de dire ces mots qui ont une puissance et une signification extraordinaire. Ces mots-là, ouais. La vie est vraiment belle. En tout cas, elle est plus belle qu'avant, je dois dire. Ça a été tough. Présentement, elle est fun. Fait que la vie est belle. La vie est belle. C'était La vie est belle. À la prochaine.
un balado synonyme média.